Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir pour ce catch-up de retrouver Francis, qui est directeur général de PayPal France. Comment vas-tu, Francis ? Bonjour Laurent, c'est toujours un plaisir de te retrouver. On s'est vu à plusieurs reprises, on s'est vu pour un excellent épisode dans la série spéciale sur le paiement que je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs, en octobre 2021. Ça fait un peu plus de 8 mois, c'était l'épisode numéro 121, donc courez l'écouter. On creuse pas mal de sujets sur PayPal et évidemment et surtout sur le passé, le présent et le futur du paiement. On s'est recroisé ensuite au One-to-One Monaco. Et puis pour un déjeuner très sympa où on a parlé justement pas de business et c'était cool. Et là, je dois dire que tu es arrivé il y a presque une heure et qu'on a parlé de tout sauf de e-com. On a parlé de voyage, on a parlé de politique, on a parlé de modération, des sujets hyper intéressants. Et maintenant qu'on a épuisé tous ces sujets, on peut parler de business. J'aimerais beaucoup parler avec toi de plusieurs choses. Déjà d'avoir ta vision, toi qui as bossé. Donc ça fait 10 ans que tu es chez PayPal, tu as eu 5 postes. Exactement. Et ça fait presque 17 ans que je suis dans le paiement aussi. Et 17 ans que tu es dans le paiement aussi, ouais. En France et à l'international, oui. Puisque tu as vécu à... J'avais travaillé 4 ans à New York et j'avais vécu 6 ans aux États-Unis avant de revenir en France et de rejoindre PayPal en 2013. Ouais. Donc une très belle vision, compréhension de l'univers inno, tech, paiement. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de la conjoncture et du contexte, ta vision sur... à quoi il faut s'attendre dans les mois qui viennent et peut-être dans les 2-3 années à venir, même si la boule de cristal dans l'innovation, l'e-commerce, le business n'existe pas, mais on peut en tout cas se préparer à certaines choses certainement. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. On va parler ensuite de grandes tendances e-com. Vous venez de sortir un report, un commerce report, dans lequel on parle de super app, de services synchronisés, de shopping hybride, de paiement de crypto et de social. Tout ça adapté évidemment au e-com et au paiement. Donc j'aimerais qu'on aborde ces sujets. Et puis quelques news de PayPal qui peuvent vous intéresser, chères auditrices, chers auditeurs, sur le financement, le paiement en QR code, le digital wallet qui évolue. Et puis le e-com dans l'alimentaire, ça nous fait pas mal de sujets. Est-ce que ça te va ? Super. Formidable. Un beau programme. Un beau programme. Premier sujet, donc on enregistre le 10 juin 2022, pardon, je suis perdu. Et en ce moment, le marché est un peu particulier. Il y a Infinite, hier, une belle boîte bordelaise qui aide les e-commerçants à faire des assets digitaux avec de la 3D, de l'intelligence artificielle pour les replacer facilement dans des espaces qui a levé 100 millions de dollars. Là, à l'instant même, alors qu'il y a une semaine ou 2 semaines... tu vois, Gorillaz va pas très bien, Klarna a annoncé des licenciements, une période un peu spéciale, non ? Ouais, alors je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier, c'est il y a quelque chose que cette crise nous a appris, c'est l'humilité. Donc tu dis, on est le 10 juin 2022, si tu me demandais de ce qui se passerait peut-être le 10 octobre 2022 ou le 10 juin 2023, je serais incapable de te le prédire. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient début mars 2020 que la pandémie passerait en quelques semaines. Et donc, c'est pareil un petit peu pour ce qui se passe en ce moment au niveau de la tech, que ce soit les levées de fonds ou les licenciements. C'est vrai que c'est très, très compliqué de prédire avec certitude ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a 2 éléments fondamentaux qu'il faut prendre en compte. C'est que, 1, il y a un changement majeur des habitudes des gens qui a été accéléré par la pandémie, mais qui commençait bien avant. Et 2 aussi, c'est pas parce qu'il y a des changements majeurs que les fondamentaux ne doivent pas être respectés. C'est quoi les fondamentaux ? Donc, alors, je vais d'abord... D'accord, vas-y. Mais commençons par les changements majeurs, en fait. Ce qu'on voit depuis 2007 avec l'arrivée du smartphone lancé par Apple et les apps après qui ont été lancées au fur et à mesure, c'est qu'il y a une digitalisation et de l'économie en général et du cash en particulier. Donc, les espèces tendent à disparaître.
Les habitudes des gens autour des espèces, autour du chèque aussi évoluent. Ce qui fait que toute cette évolution des comportements crée des opportunités pour beaucoup d'entreprises. Et on le voit, tu as parlé de la levée de fonds hier en France, et c'est génial que ce soit une boîte hors de Paris aussi, une boîte française. Mais tous ces changements de comportement font que le marché devient de plus en plus intéressant. Et donc, il y a une sorte de cercle vertueux qui se crée, où plus les consommateurs se digitalisent, plus il y a des opportunités pour les entreprises, plus les entreprises arrivent à lever des fonds, plus les fonds justifient des valorisations importantes, et plus ça attire et des habitudes, et de l'innovation, et des levées de fonds, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que les fondamentaux, justement, avant de revenir sur les fondamentaux des boîtes, les fondamentaux du marché sont là, c'est que les comportements évoluent. Et nous, PayPal, on le voit depuis notre création en 1998, où en fait, le paiement en P2P à l'époque, peer-to-peer entre particuliers, avait lancé des nouvelles habitudes. Et chaque 5 ans, il y a un énorme shift. Donc en 98, après 2005 ou 2007, si tu veux, avec le smartphone. Et on voit qu'il y a vraiment des changements majeurs. Après, au niveau des fondamentaux, là où il ne faut pas oublier aussi qu'une boîte, à un moment donné, il faut qu'elle soit rentable. Parce que les investisseurs, il faut qu'ils s'y retrouvent. Et c'est essentiel pour les investisseurs, mais aussi les employés et les clients, que les fondamentaux soient respectés. Et c'est là où, justement, en fait, les valorisations, à un moment donné, si elles sont outrancières, et c'est intéressant parce qu'Alan Greenspan, au début des années 2000, il avait parlé d'une exubérance irrationnelle. Quand il y a eu le premier crash du dot-com, il avait fait un avertissement quelques mois avant en disant « les valorisations sont complètement déconnectées, même pas de la profitabilité qui était générée, parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de boîtes en dot-com, voilà, ouais. Mais même des chiffres d'affaires. » Et donc là, pour revenir aux fondamentaux, les fondamentaux, c'est et les chiffres d'affaires, mais aussi la profitabilité. Et tu as parlé des quick delivery. Ce qu'on voit, en fait, c'est que si les paniers moyens sont trop faibles et qu'il faut quand même que les livreurs soient correctement rémunérés, et il y a beaucoup de discussions sur est-ce que c'est de la gig economy, est-ce que ce sont des livreurs employés ou des choses comme ça. Donc là-dessus, je vais pas commenter. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas tirer vers le bas et le salaire des livreurs et le salaire des ouvriers qui sont en train de paquer les colis et tout ça avec un panier moyen à 12-15 euros qui est parfois plus faible même que ce qui est commandé dans les restaurants parce que les gens ils commandent un paquet de chips et une bouteille d'eau et donc c'est pas possible. Donc que ce soit pour la quick delivery ou pour d'autres secteurs, et pareil, on le voit aussi en fintech, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y a des fondamentaux qui ont changé aussi au niveau des comportements, mais les fondamentaux au niveau de la rentabilité et surtout de la sécurité des données, et faire en sorte que sécuriser les données des consommateurs, que ce soit des comptes bancaires, que ce soit des informations financières, ça aussi, ça reste. Et donc nous, pareil, depuis 1998, on investit continuellement dans la sécurité des données pour faire en sorte que les transactions soient complètement encryptées et qu'il n'y ait pas de hack. Et donc pareil, encore une fois, on le voit, ça attire beaucoup d'investisseurs, mais à un moment donné, il faut que tous les fondamentaux soient respectés. Donc c'est une longue réponse pour dire que voilà, donc l'écosystème évolue. Et moi, où je suis tellement content et tellement fier de travailler en France, c'est que ça reste quand même le 2e ou 3e plus gros marché au monde aujourd'hui en termes de levée de fonds, en termes d'innovation, juste après les États-Unis et l'Angleterre, et parfois même ex aequo avec l'Angleterre, devant l'Allemagne, devant aussi Israël. Et que quand on parlait d'Israël en tant que Startup Nation, aujourd'hui, la France est une vraie Startup Nation. Et Emmanuel Macron avait un objectif en 2021, ou même en 2020, il disait « je veux 25 licornes en 2025 ». On a atteint 25 licornes en fin 2021. Donc on a 3 ans d'avance par rapport aux objectifs du gouvernement, et ça continue. Parce que je pense qu'Infinite, avec cette levée de fonds, est devenue une licorne ou n'en est pas loin. Ouais. Et donc, du coup, c'est extraordinaire parce que, pareil, je parlais du cercle vertueux des investissements, mais on n'a pas parlé de l'emploi. Et c'est vrai que tu as parlé, par exemple, des licenciements de certaines entreprises. Mais ce qu'on voit, c'est que plus ces startups vont justifier des belles valorisations, si les fondamentaux sont respectés, plus elles vont pouvoir embaucher. On l'a vu avec Miracle il y a quelques mois, qui est devenue la plus belle licorne française aussi. Ils ont prévu d'embaucher plus de 1000 personnes. Pareil pour Back Market, qui sont parmi les 2 plus belles licornes françaises aujourd'hui. Ce sont des gens qui embauchent
continuellement, et pas qu'à Paris. Et c'est pas parce qu'elles ont leur siège à Paris, parce que tu parlais d'Infinite qui est basé à Bordeaux, mais aujourd'hui, en France et pour les Français qui sont à l'étranger, c'est des opportunités de carrière qui sont incroyables et qui, encore 5 ou 10 ans, on n'aurait jamais vu. Waouh! Ça fait beaucoup de choses. Non, mais c'est très bien, ça fait 7 minutes. Et du coup, j'ai plein de remarques. La Startup Nation, c'est formidable. Et effectivement, ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait, alors Sarkozy avait commencé un peu aussi, même avant lui d'ailleurs, avec la BPI, mais ça accélère l'innovation, ça crée de l'emploi, ça nous place sur la carte mondiale de l'entrepreneuriat et des startups. Alors, on a eu une première vague de beaux entrepreneurs qui ont réussi il y a une quinzaine d'années. Ça créera une vague beaucoup plus forte maintenant, et donc qui investiront dans les projets. Voilà, on crée on a tous les ingrédients de création de la Silicon Valley française, qu'a eu la Silicon Valley dans les années 50-60. Ceci étant dit, il y a quand même aussi des effets de bord difficiles d'avoir balancé autant d'argent sur le... Je fais partie d'un club qui s'appelle le Bootstrap Club, qui est un club génial où des entrepreneurs bootstrappés, donc sans financement externe, se réunissent et on en discute. Là, il y a tellement d'argent balancé sur ces startups, ça crée de l'emploi, ça crée de l'innovation, ça crée de la croissance, certes, très souvent, disons, rationnel, parfois peut-être un peu trop irrationnel, mais ça crée aussi une augmentation rapide des salaires, des gaps incroyables. Enfin, il y a quelques années, t'embauchais je sais pas, dans mon métier, des chefs de projet qui sortent d'école. Allez, j'imagine qu'on va dire entre 20 et 40 K peut-être dans mon milieu d'agence conseil, agence digitale. Aujourd'hui, je pense que le gap, il est entre 20 et 100. Enfin, en sortie d'école, il y a des mecs qui demandent ça et qui le trouvent à certains endroits. Compliqué, non ? Au-delà même de ce problème de salaire et d'engagement des employés, parce qu'ils s'attendent à avoir aussi beaucoup de responsabilités alors qu'ils sortent d'école, parce que justement, ils se disent, bah voilà, j'ai demandé un haut salaire, donc ça veut dire que je vais aussi avoir des employés sous moi. Donc il y a plein d'applications, mais il y a aussi, ça a créé un terme qu'on appelle wanopreneur. Et aujourd'hui, si on va en école de commerce ou en école d'ingénieur, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils vont pas dire, bah, je veux faire de l'audit, je veux faire du droit ou des choses comme ça. Mais justement, ils veulent même pas créer des boîtes, ils vont dire, je veux être millionnaire. Mais c'est ça. C'est en fait, il y a carrément un raccourci entre se dire, bah voilà, en fait, à cause de ces valorisations, à cause de ces salaires élevés, c'est pas qu'ils veulent créer quelque chose. Et il y en a avant, ils disaient, je veux changer le monde. Et maintenant, ils disent, non, je veux juste être millionnaire. Et donc, c'est vrai que il faut faire attention aux raccourcis. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, pour moi, les fondamentaux sont essentiels, que ce soit les fondamentaux au niveau de la boîte, mais aussi les fondamentaux au niveau des talents. Et c'est vrai que nous, par exemple, chez PayPal, on a la chance où on a mis en place depuis le départ beaucoup de choses au niveau du travail remote. Il y a des décennies, avant même le confinement, pour que les gens puissent trouver leur équilibre et travailler pratiquement là où ils voulaient. Alors, évidemment, il y avait un contrat spécifique, mais pareil, en fait, on avait introduit quelque chose dès 98 qui s'appelle le sabbatical, qui était 4 semaines de vacances offertes aux salariés au bout de 5 ans. Donc, ça a augmenté la loyauté. Ils prenaient 4 semaines pour se ressourcer, pour se déconnecter et pour revenir avec, soit ils partaient, donc un choix, soit l'autre, ils restaient encore plus engagés, encore plus impliqués. Et surtout, en fait, ça permettait aux gens qui étaient sous eux de prendre du galon, parce que pendant ces 4 semaines, il fallait bien gérer une équipe. Et tout était mis en place. Et c'est là où je reviens à ce que tu me demandais par rapport au salaire et au talent et au management et à l'engagement. Donc là, pareil, on pourrait passer des heures. Et on m'avait reproché la dernière fois que notre premier podcast ensemble était un peu long. Donc qui a reproché ça ? À moi, parce que j'ai tendance à trop parler. Mais qui te l'a reproché ? Des amis qui l'ont écouté avec attention. Mais vire-les tes amis. Voilà. mais donc du coup, en fait, je pense que tu as raison encore une fois, c'est que il y a une inflation, pas que au niveau des taux d'intérêt, mais aussi au niveau des salaires. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que, pareil, faut toujours démoyenner. Et en fait, la petite start-up à Bordeaux, avant de pouvoir lever 100 millions et avant de pouvoir payer les 40 000 ou les 100 000 euros dont tu parlais, ils ont eu besoin de stagiaires qui n'avaient même pas les moyens de payer. Ils ont eu besoin d'embaucher des gens à la sortie d'école ou qui avaient quelques années d'expérience et qu'ils ont dû sous-payer. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils leur ont promis aussi de l'equity peut-être. Et moi, je préfère promettre de la croissance en échange de l'implication et de l'engagement, plutôt que de promettre des salaires mirobolants qui vont en fait faire qu'au bout de 6 mois, la personne va se dire ben voilà, je peux gagner 10 ou 20 000 euros de plus à l'extérieur et je vais sortir de la boîte et je vais aller ailleurs. Et les gens vont devenir, c'est même pas des entrepreneurs, ils vont devenir des mercenaires. Et c'est pas sain en fait pour la continuité de l'entreprise.
Ok. Juste une chose, pardon, sur ce que j'ai dit avant. L'exemple que je donnais, c'est vraiment un cas extrême, pas la norme. Deux, je veux pas que ce soit mal interprété. Je suis très heureux que les salaires augmentent parce qu'on est, je pense, la ville. Enfin, depuis 20 ans, les prix augmentent, mais les salaires pas autant que les prix. Donc c'est très bien qu'il y ait une sorte pas de rééquilibrage, mais que ça tire vers le haut. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et pour revenir à tout notre sujet de départ qui était les levées de fonds, c'est vrai qu'on reprochait à la France d'avoir des levées de fonds beaucoup plus faibles que l'Angleterre ou les États-Unis. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les montants des transactions, c'est qu'on a rattrapé ce gap. Et donc, justement, c'est ce qui permet aussi, comme tu dis, de rattraper ce gap au niveau des salaires. Donc, ça, c'est sûr que c'est très sain pour la France. Et tu l'as dit, hein, mais le côté mercenaire dans la tech, dans le digital, c'est peut-être pas une bonne chose sur le long terme. Mais dans l'absolu, tout ça est très bien. Mais je reviens du coup à l'essentiel. Selon toi, les fondamentaux, hein, c'est du CA et de la croissance, de la rentabilité, évidemment, et une valorisation qui soit raisonnable. Ensuite, la raison, on n'a pas tous la même, mais en tout cas qui a un sens. Je pense que là où il y a parfois des abus, c'est quand tu as des valorisations qui sont même décorrélées des potentiels futurs. Le terme anglais est beaucoup plus parlant, future potential, la réalisation du potentiel futur, bref, de startups qui ne se font pas. Alors, tu cites Back Market et Miracle comme les deux plus belles licornes françaises. Je pense qu'en valorisation, c'était ça s'est joué, je crois, à 24 heures près, si je me souviens bien, où le mardi, Back Market était la plus grande licorne à 4 milliards près, enfin à 4 milliards, et le mercredi, c'était Miracle qui annonçait une levée de fonds qui les valorisait à quelques millions d'euros, qui compte à ce moment-là avec ses valeurs. Mais donc, à l'époque, encore une fois, c'était les deux plus belles, les deux plus grandes. Je crois que Doctolib est passé assez proche aussi. Donc, en termes de valeur absolue, c'est pas un jugement de valeur. En termes de valeur absolue, de valorisation, c'était les deux plus belles. Et c'est vrai que on travaille avec ces deux-là aussi, mais on travaille avec pratiquement toutes les licornes françaises aujourd'hui chez PayPal. Et c'est pour ça que je suis très fier et de la France et du travail que fait PayPal avec ces entreprises, parce que ça nous permet de les aider à grandir, on les aide à exporter, et on voit après, du coup, la manière dont elles font rayonner la France et dont elles font rayonner et leur innovation et leur service client, parce que pour moi, c'est deux fondamentaux aussi vraiment qui sont essentiels. C'est et l'innovation et le service client, parce qu'on ne peut pas justifier la croissance sans avoir ces deux éléments-là. Hyper intéressant. Tu as dit un truc tout à l'heure, gig economy, je traduis pour ceux qui l'auraient raté, mais c'est en gros l'économie du petit job. On peut le traduire mieux que ça ? Je pense pas. Et tu as dit ensuite, ou entrepreneur, hein, c'est pareil, c'est une vieille expression, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, mais c'est celui qui veut devenir. He wants to be ou entrepreneur. Mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais c'est un terme. Voilà. Donc l'humilité face à cette conjoncture qui est un peu particulière, se recentrer, en tout cas assurer ses fondamentaux. Tu aurais des conseils à donner pour une startup e-commerce si tu étais e-commerçant aujourd'hui en phase de lancement, ça fait 2 ans que tu vends et ça commence à tourner, qu'est-ce que je dois faire ? Le premier, je dirais, c'est prendre PayPal, évidemment, sur son site internet et son app pour pouvoir vendre en France et à l'étranger, ça c'est sûr. Mais bon, je ne suis pas neutre là-dessus. Non, après, ce que je dirais, c'est, encore une fois, c'est regarder les fondamentaux. Mais c'est pas moi qui vais prétendre pouvoir apprendre quoi que ce soit aux startups françaises, parce que comme on vient d'en parler pendant presque, je pense, 20 minutes, une demi-heure, elles ont, ça marche très très bien. Mais après, c'est vrai que on parle de plus en plus des jeunes diplômés, la génération Z, les millennials, qui cherchent du sens. Et donc, c'est vrai qu'on parle aussi en anglais de purpose, donc c'est vrai du sens, de mission, de valeur, de vision. Nous, la mission de PayPal, c'est l'inclusion financière. Ça fait partie de notre mission et tout ce qu'on essaye de faire, c'est pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux services financiers, que ce soit pour les consommateurs, pour les marchands, que ce soit de l'achat ou par exemple de l'emprunt, du crédit. Et donc, ce que je conseillerais aux entreprises françaises, aux startups, c'est vraiment accentuer ce travail de mission, de vision, pour engager vos équipes et faire en sorte qu'elles ne partent pas, encore une fois, au plus offrant, mais qu'elles restent parce qu'elles adhèrent au projet de la startup et qu'elles y croient et qu'elles l'aident à devenir la nouvelle licorne française.
Alors, dans l'inclusion financière, c'est intéressant, ça me permet de rebondir sur de nouveautés que vous avez lancées récemment, ou en tout cas des évolutions récentes, mais d'un côté le financement pro, B2B, de l'autre côté des évolutions sur le wallet, B2C. Commençons par le pro, tu peux nous l'expliquer rapidement? Oui. Effectivement, on a lancé il y a à peine un mois PayPal Financement Pro. En anglais, c'est du working capital. Donc, il y en a qui considèrent que c'est un petit peu comme du RBF, donc du Revenue Based Financing. C'est pas tout à fait la même chose et je vais expliquer juste après. En fait, le concept, c'est que c'est un prêt pour des PME ou des TPE même, à partir de 1 000 euros et jusqu'à 130 000 euros pour le premier prêt et jusqu'à 160 000 euros dès le deuxième prêt. Donc, les entreprises, il suffit qu'elles travaillent avec PayPal depuis 3 mois, qu'elles fassent plus de 12 000 euros avec PayPal sur un an. C'est vraiment les deux critères. Et puis après, évidemment, on regarde leur historique et on a notre modèle de scoring. Mais l'objectif, c'est de le proposer au plus de TPE et PME possible pour qu'elles puissent financer leur croissance. Parce qu'on a fait une étude YouGov il y a 2 mois et on a vu qu'aujourd'hui, il y a plus de 57% des TPE et PME françaises qui n'arrivent pas à trouver leur financement pour plein de raisons différentes. La plupart du temps, les institutions financières traditionnelles demandent tellement de documents, mettent tellement de temps à répondre ou ont parfois des exigences, ce qui fait que c'est impossible pour ces TPE, PME de trouver du financement. À un moment donné, j'ai parlé du désert bancaire. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir une bonne implantation des agences bancaires, des agences postales. Mais quand on est un pro, la plupart des petites agences ne sont plus équipées aujourd'hui pour fournir ce financement. Et donc, ça demande, un petit peu comme quand on se déplace 1 heure ou 2 en voiture pour aller voir son médecin, ça demande aussi aux pros de se déplacer pour aller rencontrer un conseiller financier. Et la plupart du temps, ils ne comprennent pas nécessairement leur business model. Parce que ils n'ont plus de magasins, ils n'ont plus de produits, parfois même physiques, ça peut être des produits digitaux. Et c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce produit, parce qu'on l'a lancé en 2013 aux États-Unis. Après, on l'a lancé en 2014 en Angleterre, on l'a lancé en 2018 en Allemagne. Et donc là, c'est le 4e pays. On l'a lancé en Australie aussi, en 2018, mais c'est le 5e pays, la France, qui en bénéficie. On l'a lancé en Hollande aussi. Et pourquoi on le fait? Encore une fois, pour aider les TPE, PME, mais surtout, on a vu qu'entre 2013 et 2022, aux États-Unis et dans le monde entier, on a fait plus de 22 milliards de prêts, plus de 1,1 million de prêts à des TPE, PME qui ont été financés par PayPal, donc pour 22 milliards de dollars. Ce qui est gigantesque, et en même temps, par rapport aux besoins, c'est minuscule, mais ça montre qu'on a aidé beaucoup de TPE, PME à se financer, à financer leur croissance. 22 milliards depuis 10 ans, en gros, c'est ça, ouais. 2012, le lancement? Voilà, exact. 2013. Voilà, 2013, bon, en 9 ans, 2 milliards par an. Exactement. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Donc, l'entreprise va sur le site de PayPal et peut décider, en fait, de rembourser sur le prêt, donc encore une fois, entre 1 000 euros et jusqu'à 130 000 euros, il va décider de rembourser le prêt sur son chiffre d'affaires PayPal. Et donc, elle va allouer entre 10 et 30% de ses rentrées PayPal pour rembourser le prêt. Et ce qui est génial, c'est que, comme on l'a vu avec la crise, l'activité peut s'arrêter du jour au lendemain, même sur Internet. Et donc, si vous avez un prêt traditionnel, avec un montant de remboursement fixe mensuel, même si l'activité est à 0, vous devrez toujours rembourser votre prêt. Alors que là, vu que c'est fixé par rapport à votre chiffre d'affaires, plus votre chiffre d'affaires explose, plus vous allez pouvoir rembourser rapidement. Et il y en a qui avaient prévu de le rembourser en 6 mois et qui vont le rembourser en 3 mois, en 2 mois. Et donc, c'est pour ça qu'elles vont revenir, au lieu de pouvoir emprunter jusqu'à 130 000 euros, pour emprunter jusqu'à 160 000 euros. Et il y en a d'autres, au contraire, où, avec la guerre en Ukraine ou d'autres impacts, ils ne pourront pas rembourser aussi vite, mais vu que c'est en fonction du chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires PayPal diminue, eh ben le remboursement diminuera aussi. Donc, le poids du remboursement pour l'entreprise est... je dirais pas négligeable, mais beaucoup moins important que si c'était un paiement fixe chaque mois. Alors, je vais citer d'autres boîtes, mais qui sont dans le RBF, le Revenue Based Financing, et j'aimerais bien comprendre la différence. Il y a Silver en France qui marche bien, et Sifted aussi en Europe. Sur un modèle, on m'avance de l'argent, je fais de la pub, et pareil, je rembourse avec un décalage. Du coup, quelle différence? Là, je peux financer autre chose que de l'acquisition? Alors, donc, vous pouvez financer... En fait, une fois que vous avez l'agrément de PayPal et que vous recevez les fonds, vous pouvez utiliser les fonds pour faire ce que vous voulez. Okay.
puisque les fonds vont arriver. Les fonds vont arriver sur le compte PayPal. Donc déjà, en fait, la plus grande différence, premièrement, c'est que vous avez la réponse quasi instantanée. On vous demande pas d'autres documents. T'as mon compte depuis quelques mois, voilà, tu vois mes transactions. Donc on a tout ce qu'il faut pour l'historique. Donc aucun document supplémentaire. Donc vous avez la réponse quasi instantanée et les fonds arrivent en quelques minutes sur votre compte PayPal. Et donc après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc 1, c'est la rapidité. 2, la simplicité, puisque je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de documents supplémentaires. 3, en fait, c'est complètement custom par rapport aux besoins de l'entreprise, parce que c'est elle qui va dire si elle veut rembourser juste 10% ou jusqu'à 30%. Ce qui fait que le dernier élément, le quatrième, plus important, c'est qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Ça, c'est assez unique. Il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas de pénalité de retard, et il y a uniquement une commission fixe qui est donnée à la TPE quand elle fait sa simulation et qu'elle va payer avec au moment de l'emprunt. Et donc, il n'y a pas de taux d'intérêt, encore une fois, puisque qui dit taux d'intérêt dit remboursement fixé sur une durée donnée. Alors que nous, encore une fois, il n'y a pas de durée donnée. C'est la TPE qui va décider si elle veut rembourser plus vite avec 30% ou moins vite avec 10% de son chiffre d'affaires PayPal. Et donc, encore une fois, vu que le chiffre d'affaires peut évoluer d'un mois sur l'autre avec la saisonnalité, même d'une journée sur l'autre, en fait, le remboursement va évoluer. Donc, on ne peut pas donner un taux d'intérêt, puisque en fait, le taux d'intérêt, en général, est donné sur un an, et puis après, il est prorata. Alors que nous, en fait, c'est l'entreprise qui va décider par elle-même. Donc, deux entreprises pareilles vont pouvoir emprunter le même montant. Il y en a une qui va pouvoir la rembourser peut-être en 3 mois et une autre en 6 mois. Et donc, elles n'auront pas le même taux, enfin, elles n'auront pas le même prix pour le financement pro. Entre 10 et 30% sur mes paiements PayPal en remboursement, c'est ça? Exactement. Et entre, tu l'as dit quoi? Pardon, je l'ai noté. Entre 1000 et 130 000 euros? Exactement. Ok, hyper intéressant. Pourquoi avoir attendu 9 ans pour le lancer en France? Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a quand même une taille considérable. Et donc, ça nous a permis d'apprendre, premièrement. Et deuxièmement, en fait, c'est vrai que vu que c'est un prêt qui est très régulé, en fait, on voulait être sûr de pouvoir le faire comme il fallait et avec le produit qu'il fallait. Et donc, c'est que ça prend du temps. Et je pense que tu as dû le voir avec tes centaines d'interviews, c'est que l'innovation, on pense que ça se fait en une nuit avec un Eureka et l'ampoule qui apparaît au-dessus de la tête. Évidemment. Voilà. Et c'est pas parce que on a le produit aux États-Unis et qu'il marche dès le départ ou qu'on voit qu'il marche au fur et à mesure qu'on peut le lancer du jour au lendemain en France. Donc, on l'a lancé d'abord, le premier pays européen, c'était l'Allemagne, qui est aussi un pays très important pour PayPal. Et ils ont fait, dans les 18 premiers mois, ils ont fait 250 millions d'euros de prêts aux TPE-PME. Donc pareil, c'était un beau succès. Et donc effectivement, c'est là où on a décidé de le lancer en Europe, enfin en France et en Hollande. Mais ça prend du temps, encore une fois, parce que en général, quand on essaye de lancer un produit chez PayPal, on va faire en sorte que l'expérience client soit la plus fluide possible. Et c'est pour ça que ça a mis du temps. Et on l'a vu par exemple avec le paiement fractionné chez PayPal, le 4 fois. Parce que du coup, on a lancé Financement Pro pour les TPE-PME, mais on avait lancé le paiement fractionné pour les consommateurs il y a à peu près 2 ans. Et pareil, en fait, le paiement fractionné, le Buy Now Pay Later ou le 3 fois ou le 4 fois, ça existe depuis des années en France, plus d'une décennie. Et donc la question aurait pu être pourquoi PayPal a attendu si longtemps pour lancer le paiement fractionné? En fait, quand on l'a lancé, l'expérience client est tellement fluide que quand ça peut prendre plusieurs minutes sur un site internet classique pour le faire avec un acteur traditionnel, avec PayPal, c'est 30 secondes directement dans le compte PayPal, dans le wallet PayPal. Et c'est intégré. Donc, et le PME, TPE n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour pouvoir proposer à ses consommateurs le paiement fractionné. Et pour le consommateur, c'est aussi préintégré au wallet. Il ne doit pas remplir plus de champs. Il ne doit pas donner plus d'informations. C'est nous qui, comme pour les TPE, pour le financement pro, pour le Buy Now Pay Later, donc le 4 fois sans frais, on va scorer notre client et on va lui montrer avant même qu'il se pose la question s'il veut l'utiliser ou pas. Mais pareil, en fait, nous, on joue sur la transparence. Donc, dès qu'un client souscrit aux 4 fois sans frais PayPal, on va aussi lui montrer dans son compte sur l'app ou sur ce site internet ses encours pour être sûr qu'il soit au courant qu'il s'agit quand même si c'est un emprunt, un crédit dérégulé, ça reste un crédit. Donc, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de surendettement, qu'il y ait de l'information, de la transparence, de l'éducation. Tu dois, alors sur la partie financement pro, du coup, tu deviens une banque? En fait, on l'est depuis des années, puisqu'en fait, on a une licence bancaire en Europe. Ok. Et qui peut s'étendre auprès. Qu'on passeporte dans plusieurs pays.
et en fait qu'on utilise pour proposer du financement pro aux TPE PME françaises. Ok. Une autre inno intéressante, c'est alors qui existe déjà, mais je pense que vous permettez de l'accélérer, c'est le paiement QR code. Alors ça, on l'a lancé en avril 2020, donc en plein pendant le premier confinement. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait beaucoup de food trucks, on avait beaucoup de petits restaurateurs qui mettaient le QR code PayPal sur leur devanture, sur le plexi, et ça permettait de payer en sans contact. Donc aujourd'hui, il y a pratiquement plus de plexi et heureusement, les restaurants sont rouverts. Mais on a vu des nouveaux usages. Par exemple, on a vu des hôtels qui mettaient un QR code juste au-dessus du minibar. Comme ça évitait aux clients d'aller à la réception une fois qu'il avait déjà tout réglé, mais s'il voulait reprendre une bouteille d'eau ou un coca avant de partir. Et ça, du coup, il scannait le QR code et il réglait par lui-même. Donc on voit des usages qui sont adoptés par les TPE, PME ou par des consommateurs, puisque ça peut être utilisé aussi entre particuliers. Et c'est vrai que le QR code existe pourtant depuis 95, et pourtant n'a pas été adopté massivement avant le Covid. les premiers confinements. Mais est-ce que c'est vrai ça ? J'avais lu un jour, j'ai dû le dire aussi sur ce podcast, que le QR code, on pense tous que, enfin en tout cas on pensait tous que en fait c'était pas utilisé, et en fait les taux d'usage étaient vachement plus élevés même avant le Covid qu'on ne le croyait. En tout cas c'est clair qu'il y a eu une accélération depuis le Covid, il y en a sur chaque coin de table d'ailleurs au restaurant. Hein. Pour les menus, même pour régler aujourd'hui, après avoir commandé via un autre QR code. Donc, c'est vrai que ça s'accélère. Donc, nous, l'idée, c'est que vous pouvez générer un QR code directement de votre compte PayPal, que vous soyez consommateur ou marchand. Et ça vous permet, du coup, d'avoir un identifiant visuel unique lié à votre compte PayPal. Et donc, les usagers, enfin, les utilisateurs peuvent le scanner pour vous régler. Et donc, on est en discussion, par exemple, avec des fédérations de sport pour qu'elles puissent, sur les événements sportifs, mettre des QR codes dans les stades ou dans les petits clubs, même dans des dojos, pour que les usagers, les consommateurs, les fans puissent scanner ce QR code et faire des dons. Pareil avec le Téléthon qu'on accompagne depuis 16 ans maintenant, pour que en fait, vous puissiez mettre des QR codes sur tous les posters du Téléthon, dans la rue, pour les dons. Et ça permet en fait d'être scanné et de pouvoir être donné à n'importe qui. Moi, mon rêve, ça c'est un projet sur lequel je travaille un petit peu on the side chez PayPal depuis quelques années, c'est de pouvoir distribuer aux SDF des QR codes pour qu'ils puissent être réglés à distance. Et en fait, je l'ai vu, par exemple, aux États-Unis, Venmo, qui est notre filiale P2P très millennials. J'ai vu à Boston, il y a quelques semaines, une violoniste sur un marché qui avait, sur la pochette de son violon, elle avait quelques billets à côté et à gauche, elle avait un QR code Venmo. Et donc, les consommateurs pouvaient scanner le QR code pour lui donner de l'argent directement par le mobile, sans avoir besoin de chercher des billets qu'ils n'avaient plus dans leur poche, parce que de moins en moins de personnes, on en a parlé tout à l'heure en introduction, le fait qu'il y a une digitalisation du cash. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais de monnaie sur moi, et j'aimerais pouvoir donner soit avec des tickets restaurants dématérialisés, soit par QR code. Ça m'énerve que tu parles de ça, parce que j'allais te lancer là-dessus. Pour faire une parenthèse, moi j'ai une frustration depuis des années, c'est que j'ai plus d'argent sur moi, et que pour donner de l'argent à un SDF dans la rue, je peux plus le faire. Ouais. Et du coup, alors, j'ai pas pensé au QR code. Moi, j'ai plus pensé à une approche. Il y a une startup qui fait ça, que j'ai invitée d'ailleurs. Elle m'a jamais répondu, mais si elle me répond un jour, je crois que c'est Tokimoni ou Monitoki. C'est des porte-monnaies physiques pour enfants qui marchent en sans contact et qu'on peut charger en ligne. Donc en gros, je donne un truc à ma fille, ça ressemble à un petit lapin, et elle peut payer dans une boulangerie son pain au chocolat. C'est très boomer ce que je dis, mais bon. Avec ça, moi je le recharge en ligne, je vois les comptes. Et je me suis dit, mais ce serait génial qu'on fasse ça pour des SDF. Alors il leur faut un compte, mais si le truc peut recevoir et payer, et qu'il est défini par défaut à, je sais pas, 50 centimes, 1 euro, j'en sais rien, on les donne, on le max, on le cap à 300 euros, 200 euros, 150 euros, j'en sais rien, et qu'ils puissent l'utiliser ensuite j'adorerais faire ça. Donc ça m'intéresse ce que tu dis. Alors nous on y a pensé, si tu veux, parce qu'on a racheté il y a quelques années une société qui s'appelle iZettle, qui s'appelle Zettle aujourd'hui, qui est une société suédoise. C'était notre premier investissement en Europe, qui fait des terminaux de paiement électronique. Des terminaux de paiement électronique. Exactement, des TPE, tout à fait. Tout petit, mobile, à partir de 19 euros. Donc presque 20 fois moins cher que ce qu'on trouve avec les banques traditionnelles. Et en fait, ça permet donc aux gens en mobilité, le plombier, l'électricien, d'être payé par carte sans problème. Et à un moment donné, on se disait, on pourrait équiper, pareil, les SDF de ces TPE. Parce qu'on le voit de plus en plus dans certaines églises, par exemple, tout à fait. Pour récolter l'aumône, propose pareil, un 5 euros
données sur la carte sans contact. Mais pourquoi équiper en hardware des enfants pour un wallet ou, encore une fois, des SDF qui sont dans la rue, qui n'ont pas nécessairement le mobile qui va être associé au TPE ou qui n'ont pas nécessairement la prise électrique pour recharger le hardware à un moment donné, parce que même si l'autonomie de ce hardware est très longue, ça reste un hardware. Donc, qui dit hardware dit distribution, gestion de la distribution, logistique. Alors qu'en fait, à partir du moment où vous pouvez le faire en dématérialisé sans contact, vous évitez tous ces problèmes-là. Alors après, encore une fois, c'est des rêves un peu fous, mais ça rejoint encore une fois notre mission de PayPal qui est l'inclusion financière. Donc si un jour on arrive à le faire, on aura vraiment rempli cette mission et on aura vraiment accompli une belle mission. C'est un projet PayPal ou un projet Francis Plutôt Francis. Pour PayPal. Et en fait, Francis pour PayPal. Voilà, en fait, on a échangé avec différentes associations caritatives sur ce projet-là. Et c'est vrai que le grand challenge qu'on rencontre, le feedback qu'on a de ces associations, c'est que elles essayent de faire tout pour sortir de la rue les SDF et de faire en sorte de limiter l'aumône, la manche. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'elles nous disaient qu'aujourd'hui, il y a à peine 20% des SDF ou à peine 20% des revenus des associations, des SDF qui viennent par la manche, ce qui est génial. Mais c'est vrai que c'est juste une impression, je pense, malheureusement, quand on se promène dans Paris aujourd'hui, on en voit quand même beaucoup, on pourrait même dire de plus en plus, et on se dit, ils en ont de plus en plus besoin. Mais l'objectif, la mission de ces associations, c'est de les sortir de la rue et d'éviter la manche. Donc c'est vrai que plus on va trouver des moyens d'aider à la manche, moins on va aller, ou plus on va aller à l'encontre de leur mission. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à trouver aujourd'hui la bonne association, la bonne mission, la bonne manière de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner non plus, parce que si on arrive à trouver le moyen de le faire bien et à limite presque de le tracer, je dirais, pour que ça permette à un moment donné peut-être aussi de répartir les résultats de la quête, entre guillemets, de la manche à d'autres SDF qui ont eu moins de succès, et que ça peut justement sortir plus de la rue, ce serait un bel objectif. Ça me parle. Ça vous parle aussi peut-être, chères auditrices, chers auditeurs. Tu as besoin de quoi là ? Que si un jour une association... quelques milliers de personnes qui t'écoutent. Du coup, si ça intéresse une association de le faire avec nous, on serait ravis, parce qu'on est une petite équipe en France, on ne peut pas le faire tout seul. On a vraiment besoin d'une association qui est en contact avec les sans-abri continuellement, et qui serait prêt à nous aider à éduquer les sans-abri, à trouver le moyen d'imprimer quand même ces QR codes, faire en sorte qu'ils soient suivis, donnés aux bonnes personnes, et qu'on puisse aider cette association à lever des fonds pour les sans-abri. Je faisais des maraudes avec la Croix-Rouge à une époque. Et oui, bien sûr, la mission, c'est d'apporter de l'humain, du contact, et de sortir de la rue. Donc, il faut un logement, il faut une douche et il faut un job quelque part. Mais une grande majorité, j'imagine, des personnes qui nous écoutent, en tout cas des personnes que je croise, n'ont pas forcément le temps. Et parfois, €1, c'est pas une grande diff, et que ce soit pour un sandwich ou une bière. Si c'est ça dont la personne a besoin, c'est déjà un petit quelque chose. Mais ok, écoute, on va refermer la parenthèse, mais le message est passé. Francis Barrel, j'hésite à chaque fois, mais il y a un seul R, non, il y a deux R. Un seul R. Francis Barrel sur LinkedIn, si ça vous interpelle. Moi, ça m'interpelle. Alors, on reste sur du wallet, du porte-monnaie, mais peut-être un petit mot sur le digital wallet de PayPal. Alors justement, et effectivement, c'est pour ça qu'on a sorti on a sorti un nouveau papier blanc, un white paper sur les super apps. Donc le tout premier qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'était sur le commerce circulaire. On a parlé de Bark Market tout à l'heure. Il y a plein d'autres belles startups françaises qui aident au commerce circulaire. Par exemple, il était une deuxième fois, je crois, qui est une belle startup qui aide à la revente de vêtements pour enfants. Donc il y en a vraiment de plus en plus aujourd'hui en France et à l'étranger. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un premier white paper là-dessus, qui a eu beaucoup de succès. Donc on a sorti un deuxième white paper il y a quelques jours sur les super apps. Et en fait, l'idée des super apps, et on l'a vu en Asie, mais on le voit de plus en plus, c'est que avec la multiplication des apps, les consommateurs sont un peu perdus. Et donc, ils se concentrent sur celles qui ont leur confiance, celles qui ont leur engagement. Et donc, nous, on estime qu'on a cette confiance, qu'on a l'engagement de nos consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de rajouter de plus en plus de services dans le wallet PayPal.
Donc il y a deux aspects. Il y a le fait que PayPal est un wallet depuis le départ, parce que vous pouvez encrypter votre moyen de paiement dans le wallet, et ça depuis 1998, afin que la personne qui reçoit les fonds ne voit pas les informations confidentielles de votre carte bancaire ou votre compte bancaire. Donc ça, on le fait très bien depuis 1998. Mais il y a aussi le fait qu'on a aujourd'hui plus de 430 millions d'utilisateurs qui utilisent notre app régulièrement, que ce soit pour s'identifier de manière sécurisée quand il y a des transactions qui ont besoin d'être sécurisées, ou pour faire un P2P ou d'autres services. Et donc, c'est pour ça qu'on a... Peer-to-peer, people-to-people, enfin un paiement exactement, un paiement de particulier à particulier, tout à fait. Et donc, on a rajouté de plus en plus de services. Donc, les 4 services principaux qu'on a aujourd'hui dans l'app PayPal et qu'on affine de plus en plus, c'est le P2P, justement. Et on va bientôt rajouter une fonctionnalité de messaging pour que les consommateurs puissent s'écrire les uns aux autres, au-delà juste de merci pour les tickets de spectacle, mais ils vont pouvoir échanger avant même de faire la transaction. Donc, on va vraiment rajouter plus de fonctionnalités au P2P. Donc, ça, c'est 1. 2, on a parlé du paiement 4 fois sans frais PayPal. Donc, ils vont pouvoir suivre leurs encours, ils vont pouvoir suivre leur remboursement. Donc, ça sera et de l'information et de l'éducation. Le 3e élément, ça, c'est pour le moment qu'aux États-Unis et en Angleterre, mais ça se développe de plus en plus, c'est la crypto. Donc, ça va permettre aux consommateurs d'acheter et de vendre des cryptos. Et ce qu'on a annoncé... En les possédant ou pas? Alors, justement, en fait, donc... Pardon, juste une petite parenthèse d'explication. Il y a certaines apps, je crois que c'est eToro par exemple, où on ne possède pas ses achats, ses assets. Il y en a d'autres où on les possède vraiment. Donc là, l'idée en fait pour le moment, c'est surtout pour le commun des mortels qui n'ont pas nécessairement le moyen ou la connaissance d'aller sur soit même des eToro ou d'autres plateformes d'échange, des exchanges de crypto. Donc là, en fait, il suffit d'être dans la PayPal, encore une fois pour le moment aux États-Unis et en Angleterre, pour pouvoir acheter des cryptos. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que ils vont être détenus en solde sur la PayPal, sur le compte PayPal. Donc là, c'est détenu parce que après, en fait, aux États-Unis pour le moment, ils vont pouvoir transformer ce solde en crypto en monnaie fiat sur des sites internet où PayPal est accepté, sans que le site internet ait besoin d'accepter des cryptos. Et ils vont pouvoir être utilisés comme un exchange immédiat, comme un euro, comme des dollars. Une monnaie fiat, pardon, c'est les monnaies traditionnelles. Voilà, exactement. Les monnaies centralisées émises par des banques centrales, alors qu'effectivement, pour la crypto, on parle de monnaie décentralisée ou de monnaie crypto, de monnaie dématérialisée. La fiat, effectivement, c'est un peu plus matérialisé, même si aujourd'hui, comme on l'a dit il y a quelques minutes, il y a de moins en moins de personnes qui ont des billets de banque dans leur poche. Et donc là, en fait, aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre solde de crypto pour pouvoir acheter et vendre. Donc, c'est que aux États-Unis pour le moment, mais ça se déploie de plus en plus. Et en Angleterre, vous pouvez acheter et vendre sans l'utiliser sur le checkout PayPal, mais c'est évidemment à l'étude. Et le dernier élément, c'est les dons. Et on vient d'en parler pendant quelques minutes, mais via la PayPal, vous pouvez donner directement aujourd'hui à des milliers d'associations caritatives en France ou à l'étranger sans avoir besoin d'aller sur le site. En fait, on a un moteur de recherche qui vous permet de chercher soit l'association caritative, soit le secteur, si vous aimez les animaux, si vous aimez le sport, parce que vous avez beaucoup de clubs qui sont des associations loi 1901, vous pouvez donner via PayPal. Vous avez aussi des belles causes, que ce soit sur le cancer, sur la santé, le Téléthon, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez chercher directement sur la PayPal et vous pouvez donner directement vers la PayPal. Et ça arrivera instantanément à l'association. Donc ça fait partie vraiment des 4 services aujourd'hui clés du super wallet, de la super app PayPal qu'on déploie. Et dernier élément, et après je te laisserai réagir, c'est qu'en fait on a aussi rajouté de l'intelligence artificielle pour personnaliser à chaque consommateur l'app. Parce que si toi, tu donnes beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, à des associations, c'est ça qu'on va mettre en avant. Si on a d'autres qui utilisent un peu plus, par exemple, le P2P ou le Buy Now Pay Later, c'est ça qu'on va mettre en avant aussi. Et puis parfois, évidemment, quand on fait des campagnes, on l'a fait pour l'Ukraine, on a levé 500 millions de dollars en quelques semaines au bénéfice de l'Ukraine, soit directement pour des associations caritatives ukrainiennes ou d'autres associations, donc dans le monde entier, au bénéfice de l'Ukraine. Et donc ça, c'est parce qu'on a mis en avant dans l'app les 3-4 associations françaises ou étrangères et partout dans le monde qui levaient des fonds pour l'Ukraine. Donc ça, on va le customiser pour le consommateur avec l'intelligence artificielle ou en fonction des campagnes. Donc le peer-to-peer, le paiement de particulier à particulier, bientôt la fonction messaging, le paiement 4 fois sans frais, les cryptos et les dons avec de l'intelligence artificielle qui
conseille mieux ou bien en fonction de mes dépenses, mes dons passés. OK. Et donc, plus on va innover, plus on va rajouter des services, des fonctionnalités dans l'app, la super app, pour que, encore une fois, on concentre dans un seul et même endroit les services qui sont les plus demandés par nos consommateurs. C'est une grande tendance dont on a déjà parlé sur le panier, mais les super apps et tout ce qu'on peut y rajouter. C'est votre réponse, du coup, ce wallet. Il y a une autre grande tendance qui est le shopping hybride. L'hybridation du shopping. Alors, je pense que ça veut dire plein de choses, parce qu'avant, ça voulait dire aller dans un magasin et après acheter en ligne. Ça peut vouloir dire aussi aller en ligne et puis après acheter dans le magasin. Et là, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est du live shopping. Donc, c'est un peu le téléachat, comme on le voyait dans les années 80, mais qui est par les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que dans l'étude, en fait, on dit, je crois que c'est 67% des... 64%, voilà, des... Alors, je vais le lire parce que même le chiffre m'interpelle. 64% des utilisateurs de réseaux sociaux interrogés, donc l'équivalent de près de 2 milliards d'acheteurs. C'est pas ceux qui sont interrogés, mais c'est ceux qui ont déjà acheté. Qui ont déjà acheté, ont déclaré avoir effectué un achat au cours de l'année qui vient de passer sur les réseaux sociaux. C'est ouf. En fait, quand on y pense, aujourd'hui, on a tous vu une pub sur Instagram ou sur Facebook et on a cliqué dessus et parfois on a réalisé l'achat. Et justement, vu que c'est un seul achat unique et qu'on ne connaît pas nécessairement le vendeur, c'est vrai que ça se fait beaucoup par PayPal. Donc c'est pour ça que nous, on a la donnée, on a les informations. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que vous avez ces réseaux sociaux qui deviennent des marketplaces. Puisqu'en fait, je l'ai dit par rapport aux super apps, en fait, plus il y a une multiplication d'apps différentes, plus les gens vont se concentrer sur celles qu'ils utilisent de plus en plus ou sur qu'ils connaissent. Et donc, c'est vrai que les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et donc, vous avez de plus en plus de gens qui vont vendre via les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut toujours sécuriser la transaction, mais la rendre la plus fluide possible. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que quand le consommateur va avoir une pub pour un petit service, soit vendu par un freelancer, une entrepreneuse ou une société plus grande, qu'il ne sorte pas du réseau. Parce que dès que vous sortez, vous cassez l'expérience client. Et là, vous avez une déperdition, vous avez un taux de conversion qui est très, très faible. Alors qu'en fait, si la personne peut rester dans l'environnement de l'app, il va convertir. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'on en a parlé en octobre l'année dernière. Le taux de conversion, c'est essentiel. C'est ce sur quoi PayPal travaille continuellement. Et je pense que tous les participants en parlent tout le temps. Le taux de conversion, c'est la mesure numéro 1 entre le nombre de clients qui arrivent sur la homepage et ceux qui convertissent, qui terminent l'achat. La déperdition est énorme. Parfois, elle est de 98%. Et il suffit en fait d'avoir 1% de plus pour multiplier par 2 en fait, son taux de conversion. Et donc, c'est essentiel. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille pour que les jeunes freelancers, les entrepreneuses qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une boutique hors ligne, même d'avoir un site Internet, de pouvoir le développer, qu'elles puissent juste vendre leurs produits très rapidement, très facilement sur les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant. On parle... En fait, je pense que on peut résumer à plein de choses. Il y a plein de manières de résumer. Mais tu as faire venir du monde dans ta boutique, le convertir et leur faire acheter potentiellement un peu plus, augmenter ton panier moyen. Le taux de conversion, il est central. J'étais en train de réfléchir quand tu parlais en fait au fait que ce taux de conversion, on le calcule sur des visiteurs aujourd'hui sur mon site ou ma plateforme. Dans quelle mesure tu vois il faut avoir une nouvelle approche ou c'est plus par rapport à un reach. Et l'hybridation du commerce, je pense, c'est surtout ça que ça veut dire. C'est qu'on peut acheter, comme tu l'as dit, à tout moment dans une expérience, dans un parcours client, en limitant au maximum la friction pour ajouter de la fluidité et augmenter l'expérience finale de l'utilisateur. Et que je découvre un produit en organique sur un réseau social et que parce que je sais pas le produit est tagué ou que je le recherche, je tombe dessus, que je puisse l'acheter sur le réseau social ou jusqu'à l'achat avec de la rupture de canal éventuellement parce que je serais passé je sais pas de mon mobile à mon desktop. Mon point est le suivant, tu vois tes surfaces de vente évolue, se multiplie et du coup ton taux de transfo, ton taux de conversion, il faut le calculer il faudrait en tout cas pouvoir le calculer par rapport à un reach total, mes VU sur mon site, mon reach sur LinkedIn, le mes nombre vues de stories, en boutique et des choses ouais, c'est ça, hyper intéressant. Dans cette hybridation, Zettle vous permet d'aller proposer aussi du paiement CB magasin.
Tout à fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de petites boutiques. En général, c'est avec une ou deux personnes, soit à la caisse, soit en boutique, qui utilisent de plus en plus Zettle. Parce que c'est vrai que un prix d'achat à 19 euros, c'est très concurrentiel. Et ça permet surtout de démarrer. C'est vraiment le but, en fait. Ça a toujours été ça, en fait. On parle de la friction dans l'expérience client, mais la friction pour les TPE ou PME pour commencer peut être énorme aussi. Je l'en ai parlé pour le financement pro, mais même, encore une fois, quand on démarre et que juste pour avoir un TPE, PME, il faut payer, un TPE, faut payer 500 euros, où il faut s'abonner, où il faut ouvrir un compte marchand, on va payer 30 ou 40 euros par mois, on va en plus payer de la maintenance, de l'abonnement, du papier ou des choses comme ça. C'est impossible pour une jeune entreprise qui commence. Donc, limiter la friction et les coûts d'investissement dès le départ, c'est essentiel. Et c'est vrai que c'est pour ça que Zettle marche très bien. Dernier point qui m'intéresse et qui est dans ce rapport que vous pouvez trouver dans la newsroom de PayPal. Avec votre taille, avec votre nombre d'utilisateurs et le volume de paiement que vous gérez, en tout cas qui passe par la plateforme, et ces évolutions qu'il y a aux États-Unis sur la partie crypto dans l'app, où les cryptos peuvent être automatiquement transférés en fiat pour un achat sur un site qui n'accepterait pas de crypto, vous avez, j'imagine, une vision assez globale et peut-être même représentative surtout de l'évolution de l'usage de crypto dans l'e-commerce traditionnel. Tu peux nous partager un insight ? Alors, ça reste anecdotique ou pas, ou c'est vraiment un mouvement de fond? Alors, vu que pour le moment, l'utilisation, je dirais, maximale de ces services, c'est aux États-Unis. Je partage pas nécessairement les chiffres parce que c'est très américano-américain. Mais ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, je crois que la première semaine où on avait rendu l'achat et la vente de crypto via PayPal, on avait plus de 2 millions d'utilisateurs qui n'avaient jamais accédé à ce service via un exchange, qui s'étaient inscrits sur l'app pour pouvoir le faire. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un engouement. Après, il y a parfois une méfiance, parce que si même les stablecoins ne sont plus aussi stables, ça fait poser beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que nous, on est toujours parti du principe qu'il faut créer de la confiance, il faut créer de la lisibilité, de l'éducation, et rendre les choses accessibles au plus grand nombre, mais de manière simplifiée. Donc, c'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, on s'est concentré sur 5 devises crypto, plutôt que des dizaines ou des centaines comme il peut y en avoir. Mais c'est vrai qu'après, ça demande une certaine éducation, une certaine information, parce que ça reste parfois assez spéculatif. Donc, c'est très important. Mais pour revenir à ta question, c'est pour ça qu'on fait des white papers aussi. Parce que plus on a de l'information, plus on essaye de partager ce savoir. On a beaucoup de e-commerçants qui nous demandent des benchmarks, qui nous ont dit, voilà, les French Days, comment ça s'est passé cette année pour tout le marché, Black Friday l'année dernière, le premier jour des soldes. On avait eu une requête il y a quelques années d'un grand e-commerçant français qui nous a dit, voilà, les soldes d'été, on sait les 3 premiers jours comment les 4 à 6 semaines des soldes vont se dérouler. On le sait les 3 premiers jours. Donc, il nous avait demandé au bout d'une semaine, il nous avait dit, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact sur les 3 premiers jours des ventes par rapport à l'année dernière? Donc, on essaye continuellement de partager l'information, évidemment de manière anonymisée, avec le marché. On travaille avec la FEVAD, par exemple. On fait ces white papers, on fait beaucoup d'études clients, que ce soit consommateurs ou marchands. Et donc, on essaye de voir comment ça se passe parce qu'on veut partager ce savoir. On veut aider l'industrie, l'écosystème à apprendre et à innover toujours. Formidable. Je reviens, je termine la boucle avec ce qu'on se dit au début, dans cette période d'incertitude où on a on mélange de bonnes nouvelles ou de nouvelles plus inquiétantes, on va dire. Rester humble face à la situation, assez difficile de prédire ce qui va se passer et puis se concentrer sur ses fondamentaux. Le paiement et le financement de l'innovation en font partie, on en a parlé, mais le chiffre d'affaires et la rentabilité, évidemment, aussi. C'était cool. Ouais, merci, Laurent. Pour ce catch-up. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu, chers auditrices, chers auditeurs. Toujours, je pense que si on mesurait mon contentement au nombre de mots échangés aujourd'hui, on verrait que j'étais ravi de te retrouver. Cool, on a un peu moins d'1 heure cette fois, donc tu peux dire à tes amis que... J'ai appris la leçon, voilà. Merci infiniment. Je dois vous rappeler, chers auditeurs, de vous inscrire à la newsletter Le Panier. C'est sur lepanier.io que vous pourrez le faire.
Chaque semaine, les news immanquables, e-commerce, commerce, retail, innovation autour du commerce, et évidemment les principaux apprentissages des épisodes de la semaine, lepanier.io. J'ai des taux d'ouverture à 50-60%, ça veut dire qu'a priori, après quelques mois, et vous êtes presque 1000 inscrits déjà, ça veut dire qu'a priori, je raconte pas trop de conneries dedans, donc je vous invite à vous y inscrire. Merci infiniment pour ton temps et d'être venu me voir ce matin, et merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Je vous partagerai les chiffres dans la prochaine newsletter d'ailleurs, qui sont très bons du panier, donc c'est formidable. Et puis un dernier point, si vous avez besoin d'aide dans vos strates commerce, e-commerce, digital, surtout n'hésitez pas à nous contacter. On travaille avec des grands groupes, des TPE, des PME, sur des sites, des refontes de sites, des strates de contenu. Bref, n'hésitez pas. Merci. Francis, merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.